Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Moulou Menguisteabworke et Catherine Lennart, la petite fille du Grasmar a disparu, 2012. Gérard Chabenat. Maraba. Parage intranquille, 2012. Aloïsa Pierron, une vie de traverse. Souvenir truculent d'une gitane rebelle, 2012. Maurice Stroun, mon cher collègue, je ne serai pas recteur. Une aventure dans le monde de l'université et de la recherche scientifique, 2012. Nadine Berkowitz, Les tribulations d'une Parisienne, 2012. René Navarre, François-Marie Ponce, Fantomas c'était moi, 2012. Gilbert Carrère, Mémoire d'un préfet. À la traverse du XXe siècle, 2012. François Delpech, Chronique idyllique, 2012. Jean-Michel Cantacuzène, Une vie en Roumanie. De la Belle Époque à la République populaire. 1899 à 1960, 2011. Claude Diaz, Demain tu pars en France. Du ravin Béni Safionne au Gros Caillou lyonnais, 2011. Jacques Quérel, Un receveur des postes durant les 30 Glorieuses, 2011. Benoît Grison. Montagne, ma passion, lettres et témoignages rassemblés par son père, 2011. Henri-Louis Aurin, avec Christiane, 68 ans de bonheur, 2011. Pascal Touré-Leroux, Drôle de jeunesse, 2011. Émile Herlic, Vent printanier, nom de code pour la rafle du Veldiv. Récit, 2011. Dominique Poulachon, René, Maquisard. Sur les sentiers de la résistance en Saône-et-Loire, 2011. Chanda Tonme, Les chemins de l'immigration, La France ou rien. Vol 3 d'une autobiographie en 6 volumes, 2011. Claude-Alain Christophe, Jazz à Limoges, 2011. Claude Milon, Pierre Deloger, 1890 à 1985. De la Boulange à l'Opéra, 2011. Jean-Philippe Goudet, Les Cendres de l'espoir. Une famille auvergnate durant la Seconde Guerre mondiale, 2011. Novembre 2010. Aujourd'hui a lieu la commémoration du 11 novembre 1918, jour de tristesse. La plupart de ceux qui assistent à cette cérémonie ont perdu un ou plusieurs êtres chers dans cette sinistre boucherie. Tristesse pour moi. Mon grand-père paternel est mort le 26 avril 1916 et cette mort a bouleversé toute la famille. Ma grand-mère est devenue veuve à 28 ans avec 2 jeunes enfants, ma tante qui avait 6 ans et mon père qui en avait 4. Elle les a élevés seule, comme tant d'autres femmes dans son cas. Cela n'a pas été facile, elle s'est durcie et devenue amère et trop sévère avec ses enfants. Voici environ 3 ou 4 ans, un dimanche, j'écoutais à 9h40 sur France Culture, l'émission Divers aspects de la pensée contemporaine. La parole revenait à la Fédération de la libre pensée. Ses membres devaient participer à la commémoration du 11 novembre à Gentiou, un petit village de la Creuse, et un numéro de téléphone était indiqué aux auditeurs. Là, quand j'ai appelé, une dame charmante m'a appris ce qui m'a stupéfaite, que le village possédait un monument aux morts pacifistes, représentant une femme assise tenant sur un genou un jeune soldat français mort et sur l'autre genou un soldat allemand mort lui aussi. Au-dessus une plaque en marbre avec ces mots « Mort à toutes les guerres », ce qui m'a bouleversée. Or il y a un nombre important de monuments pacifistes en France, ce que j'ignorais. J'ai cherché sur Internet et j'ai pu en lire la liste. Il a fallu du temps, trop de temps pour connaître la vérité sur cette guerre. Et ce qui nous a été révélé était horrible. Les fusillés pour l'exemple, entre autres. Un premier fait symbolise cette horreur. Des soldats français avaient refusé d'aller au combat en passant par le lieu où leurs camarades avaient été tués, et où le sang de la veille était encore visible. Un autre. Des soldats français et allemands avaient fraternisé un soir de Noël. Eux étaient conscients de l'inanité de cette guerre et de l'incompétence de leurs supérieurs. C'est la raison pour laquelle, quand j'entends la Marseillaise, les mots « sang impur » me sont insupportables. À la fin de cette guerre, dans les villages, le nombre de jeunes gens qui ne sont pas revenus a laissé beaucoup de souffrance, et la souffrance causée par cette absence est définitive. Et aussi, plus de maris pour les jeunes filles, plus d'enfants. Il y a même quelques villages où aucun jeune soldat n'est revenu. Il n'est resté que le chagrin et l'amertume. Lorsqu'on visite ces villages, 90 ans après, le monument aux morts indique le nombre de sacrifiés. Morts pour la France ?
Non, mort pour rien. Le traité de Versailles, par ses exigences humiliantes envers l'Allemagne, appelait une revanche, et il a suffi qu'un homme, mais peut-on employer ce mot d'homme à propos d'un fou fanatique et sanguinaire, pour que l'horreur recommence? Une horreur telle qu'elle a marqué les esprits. Comment tout cela a-t-il pu exister? À cette question, personne n'a jamais pu répondre. Nous sommes sur le quai de la gare de Toulon, en février 1940. Ma grand-mère me tient dans ses bras, ma mère et ma tante pleurent. Elle regarde mon père qui est dans le train. Il a son uniforme de marin. Son visage est triste. Il part au front comme tous les hommes en état de combattre. Ma mère, ma tante et ma grand-mère m'ont toujours dit qu'il est impossible, à l'âge de 27 mois, de conserver de tels souvenirs. Mais moi, je suis certaine que ce souvenir, je l'ai gardé. D'ailleurs, je ne peux me trouver dans une gare sans être angoissée. En 1939 à 1940, le fils unique de mes grands-parents, lui, est parti se battre aux côtés des Allemands. Il a disparu sur le front de Russie. Mort de froid ou de faim ou tué puis jeté dans une fosse commune. Aucune trace de lui, pas de tombe où se souvenir et prier. Le chagrin a été immense. Plus tard, arrivé à l'âge adulte, j'ai été révoltée par ces guerres qui avaient enlevé à ma famille 2 jeunes vies, et j'en ai conclu que tous ces chagrins prouvaient l'absurdité de la guerre. Je n'ai pas changé d'avis. J'ai lu beaucoup de livres qui m'ont conforté dans mes idées. Parmi eux, 2 ouvrages m'ont particulièrement frappé, L'offense de Ricardo Menéndez Salmón et L'origine de la violence de Patrice Imbert. Cet auteur participait d'ailleurs au dernier festival du livre de Mouansartou dont le thème était « État d'urgence ». J'ai acheté son dernier roman, La fortune de Sylla, qui dénonce la violence économique et ses dégâts. Il me l'a dédicacé, ce qui m'a causé un réel plaisir. De plus, Patrice Imbert est très beau. Il y avait ce jour-là, à Mouansartou, une véritable marée humaine dans les rues. Aux conférences, nombreuses, il fallait arriver 1 heure avant pour avoir une place. Quant aux stands, ils étaient pris d'assaut. Je suis rentrée chez moi avec ma moisson de livres, exténuée, mais contente. Au sujet de la guerre qui, hélas, est toujours omniprésente, ces propos de Paul Valéry en disent long. La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui, eux, se connaissent, mais ne se massacrent pas. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Moment de détente. Le facteur qui est le rossignol de Mouansartou vient en sifflant de déposer mon courrier. Un CD, la musique de Vivaldi interprétée par Philippe Jarouski accompagnée par l'ensemble Mathéus. C'est très beau. L'heure du repas approche. Titus, qui porte bien son nom d'empereur, a faim et est impatient. Je vis chez un chat et comme toutes les personnes qui ont fait ce choix, j'obéis. Changement de gouvernement. Le Premier ministre, François Fillon, affirme à la télévision qu'il était venu pour nous dire qu'il partait. Je connais cette chanson. Mais qui la chantait avant lui? En ce qui concerne les autres membres du gouvernement, certains restent, d'autres partent et de nouveaux arrivent. Pour être ministre, il faut avoir l'échine souple. Winston Churchill a dit un jour que la démocratie n'est pas un système parfait, mais que c'est le seul qui convienne aujourd'hui. Le problème, c'est que la démocratie vit comme la République par la vertu des citoyens, et sur ce point, la démocratie montre ses limites. Elle souffre et nous souffrons avec elle. Il est certes vrai que rassembler des hommes et des femmes qui viennent d'horizons divers n'est pas aisé. Chaque leader a ses convictions. Pourtant, considérer que sa propre vérité est la seule est insensé. Il faut toujours une opposition, mais elle ne doit pas être systématique, ce qui est malheureusement le cas le plus souvent. Notre société est passée du collectif à l'individuel. Le mot manichéisme, prononcé jadis par le général de Gaulle et que personne ou presque n'utilisait alors, est tout à fait approprié. Les classes sociales privilégiées ne peuvent comprendre les problèmes et les douleurs des classes défavorisées, ce qui engendre des situations conflictuelles. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit arbitrer et non pas imposer. La démocratie ne s'exerce pas à l'échelle mondiale. Des minorités inquiétantes possèdent argent et pouvoir et dirigent l'économie. À leurs yeux, l'homme n'existe pas, sinon pour produire encore plus de richesses. Ainsi, le sauvetage des 33 mineurs chiliens bloqués dans une mine s'est déroulé d'une manière révoltante. Une kermesse, une foule énorme, des notables, des applaudissements, tout cela filmé par la télévision. On dit même que des producteurs d'Hollywood envisagent de faire un film sur cet événement. En 3D évidemment,
Ils en ont le goût et la possibilité. Titus médite. Il ne sort pas durant les jours de pluie. Il me parle avec ses yeux. Ô ma maîtresse, ne me prends pas pour esclave, car j'ai en moi le goût de la liberté. Ne cherche pas à deviner mes secrets, car j'ai en moi le goût du mystère. Ne me contrains pas aux caresses, car j'ai en moi le goût de la pudeur. Ne m'humilie pas, car j'ai en moi le goût de la fierté. Ne m'abandonne pas, car j'ai en moi le goût de la fidélité. Sache m'aimer, et je saurai t'aimer, car j'ai en moi le goût de l'amitié. C'est une amie des chats comme moi, qui m'a confié cette déclaration d'amour absolu. Titus, que j'appelle Titounet, Gros Minou ou Minou Gros suivant les jours, s'endort. Inauguration de l'exposition des Santons, dans l'aquarium de la médiathèque de Mouansartou, coutume qui se perpétue même pour ceux qui ne croient pas. Il y a un monde fou, les gens se saluent, s'embrassent. Des bénévoles s'occupent de tout, d'accueillir et conseiller les visiteurs, et cela dans la bonne humeur. Dans les rues, les décorations de Noël sont en préparation. Là aussi, des bénévoles aideront les employés municipaux. Après le discours de bienvenue, un buffet somptueux étale ses trésors gastronomiques et ses boissons. Je m'étais promis juré de ne pas me laisser tenter. Mais des beignets de pommes me font succomber. Ils sont délicieux, comment résister? Puis Claudine, Jocelyne et moi partons pour le Théâtre de Grâce pour une pièce de Beckett, Premier amour, interprétée par Samy Frey. Nous arrivons et comme les autres années, la foule est compacte, enthousiaste, chaleureuse. Il ne reste plus une seule place libre, mais nous avions réservé nos billets depuis plusieurs mois. Je n'ai jamais vu ou lu une œuvre de Beckett, et c'est une heureuse surprise. La pièce, un monologue est drôle, absurde, l'interprétation parfaite. La représentation terminée, c'est le délire. Samy Frey vient saluer plusieurs fois. Une très bonne soirée donc. Quand je rentre chez moi, je sens que je suis trop excitée pour dormir. Je m'assois et j'écoute les variations Goldberg interprétées par Glenn Gould. Ce pianiste, décédé le jour de ses 50 ans, est génial, et comme tous les êtres qui ont du génie un peu bizarre, sans doute dénués de sens pratique, désarmant, tels ceux qui ont le goût de la perfection et de la beauté. Peut-on d'ailleurs imaginer Beethoven remplissant sa déclaration de revenus, Balzac demandant un découvert à son banquier, Schubert répondant à une lettre d'une de ses administrations qui nous harcèle? Tout ce qu'il pouvait faire, c'était envoyer une copie de la partition de la 9e symphonie, un chapitre d'Ursule Mirouet et le trio Notourneau qui ferait pleurer les pierres. Les bureaucrates ayant persécuté les créateurs, qui s'en souvient? Alors que ces trois génies sont dans la mémoire collective. Depuis que j'ai commencé à écrire ce matin, vers 10 heures, Titus a déjà envoyé 2 stylos par terre. Il est vrai que la table où je travaille est dans un état de désordre surprenant. Les objets et les papiers ne sont jamais où ils devraient se placer, et j'ai du mal à les retrouver. Une amie m'a dit « Mais madame, les objets se cachent, c'est pour cette raison que nous ne les retrouvons pas. » C'était donc cela. Des cadavres, des hommes décharnés, des chambres à gaz, des fours crématoires, d'autres cadavres poussés dans une fosse. Ce sont les premières images filmées lors de la libération d'un camp d'extermination en 1945. Les soldats américains, hagards, regardent. Dans l'obscurité de la salle de cinéma où sont projetées les actualités, je me sens mal, je ne comprends pas. Les spectateurs sont silencieux. Je demande à mon père à voix basse. Papa, pourquoi les Allemands ont-ils fait ça et qui sont ces hommes maltraités? Je n'obtiens pas de réponse satisfaisante, seulement, ce sont des Juifs. Même question à ma mère, même réponse. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai appris que dans les camps d'extermination, il n'y avait pas seulement des Juifs mais aussi des Tziganes et des homosexuels. Pourquoi le sort des Tziganes et des homosexuels n'a-t-il pas été connu plus tôt? C'est pour moi un mystère. J'ai commencé à me poser des questions, à lire, à étudier. Je voulais comprendre et me connaître, je lisais. Toujours dans ces livres, disaient mes parents. Ils pensaient qu'une fille et surtout la fille d'un ouvrier et d'une immigrée italienne n'avait pas besoin de culture ni de faire des études. Cela a beaucoup pesé sur moi, et j'ai été très tôt révoltée. Je le suis toujours, malgré les années. Pour lutter pour un avenir plus juste, mon père militait au Parti communiste. Il avait eu l'occasion d'obtenir, à l'Arsenal de Toulon, un emploi mieux rémunéré, mais il n'avait pas accepté car il voulait rester un ouvrier. Ma mère avait alors été très mécontente. Elle faisait le ménage chez des personnes dont les moyens financiers étaient importants,
C'était un travail très fatigant. Mon père a refusé une deuxième fois un poste de chef d'équipe pour ne pas trahir la classe ouvrière, et ma mère a dû continuer à travailler chez ces bourgeois que mon père n'aimait pas. Plus tard, ce vécu et ce que j'avais vu et entendu m'a conduite à refuser tous les dogmes, qu'ils soient politiques, religieux ou philosophiques, et à penser par moi-même, même si c'est un choix difficile. Nul ne connaît la vérité. La vérité est changeante. Ce qui nous a été affirmé un jour s'avère faux le lendemain. Nous avons cru longtemps que la rafle des Juifs avait été organisée par les Allemands, et c'était faux. La rafle avait été organisée par la police française. Combien de fois la vérité est-elle cachée par ceux qui savent? Et combien de fois avons-nous été trompés? Et combien de fois nous sommes-nous trompés nous-mêmes? Parce qu'un mensonge est plus confortable. Mais est-ce cela vivre? J'abandonne le roman de Don DeLillo. Il m'ennuie. J'avais essayé de lire un autre ouvrage de cet auteur, et je l'ai abandonné. Inutile d'insister. Le dernier roman de Michel Houellebecq, qui a obtenu le prix Goncourt, a eu le même sort. Le seul titre de cet écrivain que j'ai beaucoup aimé, c'est Les particules élémentaires. Aimé à un tel point que je l'ai dévoré en un seul jour, le livre terminé, je l'ai immédiatement relu une seconde fois. Le journal Charlie Hebdo vient d'arriver. J'y suis abonné depuis plusieurs années. Je commence toujours cette lecture par la chronique de Luce Lapin, une amie des animaux qui ont un grand besoin de défenseurs. J'avais d'ailleurs pris contact avec elle pour l'informer que Mouansartou est la première ville où le conseil municipal a émis un vote favorable à l'interdiction de la corrida, mais elle le savait déjà. Il est vrai que le propos des journalistes de cet hebdomadaire est très libre, et cela permet de connaître des événements scandaleux qu'on ne trouve pas dans les autres journaux. Après un déjeuner frugal, j'écoute le Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, interprété par Rolando Villazon, Patrizia Cioffi et Topi Letti. C'est le concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm qui accompagne les chanteurs. Monteverdi n'a composé que de la musique pour les voix. Je me souviens du jour où pour la première fois, j'ai entendu un de ses opéras, Orfeo. Puis ont suivi le retour d'Ulysse dans sa patrie et le couronnement de Popée. Les madrigaux sont eux aussi très beaux. Un compositeur que j'ai rencontré sur mon chemin trop tard, mais j'essaie de rattraper le temps perdu. Samedi dernier, l'après-midi, Claudine m'a téléphoné. Elle m'invitait à écouter un nouveau ténor qui a une voix splendide et qui est beau, avec des yeux craquants. Claudine surfe en effet beaucoup sur Internet et à l'occasion, découvre des choses magnifiques, notamment ce camembert président surnommé nain sectaire, en référence à qui vous savez. Ensuite nous regardons Tancrède, un opéra de Rossini, compositeur que nous apprécions beaucoup. Les voix sont belles, le chef d'orchestre et la mise en scène remarquable. Après tous ces bonheurs, l'odeur du pot-au-feu nous ramène sur terre. D'abord un petit apéritif, puis le bouillon. Suivent les légumes et la viande. Pour le dessert, de la pâte de coin et des fruits déguisés. La température extérieure est glaciale, mais avec le repas somptueux que nous avons dégusté, nous nous sentons prêts à terrasser tous les virus existants. J'ai vu un excellent film, très fort. Beautiful. Le comédien Javier Bardem y tient un rôle difficile qu'il sait rendre profondément humain. Les critiques ont été partagées. Moi je suis entré aussitôt dans cette œuvre de 2h30 sans un moment d'ennui et avec beaucoup d'émotion. Il y a dans les hebdomadaires des sujets récurrents. La franc-maçonnerie et ses secrets, vrais ou supposés, la sexualité, les régimes pour maigrir ou pour éviter d'avoir un cancer, le prix des appartements dans les grandes villes, les philosophes. Le monstre du Loch Ness ne fait plus recette. Cette semaine, c'est de la science et de Dieu dont on parle, et de Stephen Hawking, un physicien et cosmologue anglais. J'ai essayé de lire un de ses livres, Une brève histoire du temps. Je n'ai absolument rien compris. Certains physiciens disent que Stephen Hawking est la seule personne à comprendre ses propres théories. Moquerie ou jalousie? Hawking souffre d'une grave maladie neurologique, inguérissable, une sclérose amyotrophique latérale, depuis des années. Il ne peut ni marcher, ni bouger, ni parler. Il communique à l'aide d'un appareil sophistiqué. A-t-il pensé un moment que ses souffrances n'étaient pas suffisantes? Il a, disent les membres de son entourage, beaucoup d'humour. Dans son ouvrage, Le Grand Dessin,
il affirme que l'existence de Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer le cosmos. Les sommités des trois religions du livre, celles des chrétiens, des juifs et des musulmans, se sont fâchées tout rouges et réunies autour d'une tasse athée, ont exprimé leur mécontentement. Stephen Hawking voulait pimenter sa vie. Il a réussi au-delà de ses espérances. Être athée n'est pas toujours confortable, sauf pour ceux que les anathèmes ne troublent pas. Le délit de blasphème n'existant plus en France, nous voilà tranquilles. Quoique. Admettons, et c'est une hypothèse que je ne partage pas, l'existence d'un créateur. Appelons-le Dieu avec une majuscule. Là, je plagie un journaliste qui anime une célèbre émission de cinéma, avec un S s'il vous plaît. Dostoïevski suggère que sans l'existence de Dieu, tout serait permis, mais la majorité des habitants de notre planète croient à l'existence d'un Dieu et pourtant tous les crimes sont permis. Le mal absolu est omniprésent. À ce stade, une question se pose, celle de l'omnipotence de Dieu. Soit il veut changer les choses mais ne le peut pas, soit il le peut mais ne le veut pas. Dans ces deux cas, à quoi sert-il ? Pourquoi a-t-il créé l'univers ? Le Petit Prince de Saint-Exupéry dit sur ce point quelque chose de très important. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé, ou créé. À un moment de ma vie, j'ai rencontré sur mon chemin Marguerite Yourcenar. Je ne saurais donner une date précise, mais c'était bien avant la date de sa réception à l'Académie française qui a eu lieu le 22 janvier 1981. J'avais lu un de ses livres, L'œuvre au noir, qui avait obtenu le prix Femina. Je l'avais trouvé très intéressant. Le personnage de Zénon m'avait fasciné. Il avait un état d'esprit très élevé, une sagesse enviable et une humanité profonde. L'horreur des dogmes et du fanatisme l'habitait. Ces qualités lui donnaient la tolérance. Il lui était possible d'apprécier les idées différentes des siennes. À ses yeux, chaque être humain était le fruit de ses origines et de son éducation. Médecin, il soignait les pauvres comme les riches, ce qui apparaissait comme une faiblesse à ses détracteurs alors que pour lui, c'était un choix personnel qui lui imposait cette conduite. Plus tard, j'ai lu les mémoires d'Adrien, cet empereur qui affirmait « Je me sens responsable de la beauté du monde », ce qui signifie que nous devons penser, si nous ne voulons pas disparaître, à ne pas détruire la nature, les animaux et nous-mêmes. Je me suis senti aussitôt, et je me sens encore en accord avec cette vision des choses. Le style et l'élégance des livres de Marguerite Yourcenar sont impressionnants. Alexis ou le traité du 20 combats, le denier du rêve, la couronne et la lyre, les nouvelles orientales, avec ce personnage fabuleux, Cornelius Berg, qui aime la nature et la beauté et qui regrette que le Créateur ne se soit pas borné à ces merveilles plutôt que de créer l'homme. Dans La couronne et la lyre, Marguerite Yourcenar cite quelques inscriptions gravées sur des pierres tombales, par exemple celle-ci. L'esclave sous la terre est aussi grand que Darius dans le mystère. Sa correspondance, lettres à ses amis et quelques autres, est un plaisir pour le lecteur. On y retrouve Brigitte Bardot, qu'elle félicite pour son action en faveur des bébés phoques chaque année massacrés pour leur fourrure, Jacques Lacarrière, André Delvaux, Monterland, Georges Pompidou et Elie Wiesel. Et évidemment, Jean d'Ormesson, son parrain pour l'entrée à l'Académie française. Événement qui fit grand bruit. Elle était la première femme à être reçue dans cette vénérable maison. À cette occasion, Marguerite Yourcenar répondit, selon l'usage, au discours de réception, par un texte qui doit être lu tant il était sans concession et riche d'un humour qui a dû agacer plusieurs académiciens. J'apprécie d'ailleurs Jean d'Ormesson mais parfois quand je lis certains de ses ouvrages, me vient ce jugement, peut mieux faire. La politique, telle qu'elle est conduite aujourd'hui, me rappelle le propos de John Locke sur le bien du peuple. Ainsi, qui que soit qui a le pouvoir législatif d'une communauté ou qui est souverain d'une communauté, doit gouverner suivant les lois établies et connues du peuple, non par des idées arbitraires et formées sur le champ, établir des juges désintéressés et équitables qui décident des différends par ces lois, employer les forces de la communauté au-dedans seulement pour faire exécuter ces lois, ou au-dehors pour réprimer les injures étrangères, mettant la communauté à couvert des courses et des invasions, et en tout cela, ne se proposer d'autre fin que la tranquillité, la sûreté, le bien du peuple. Locke était-il alors entendu ? J'en doute. À notre époque, ces propos seraient les bienvenus. Serait-il écouté ? Peut-être, mais mis en pratique, c'est très improbable. Je n'ai connu mes grands-parents maternels qu'après la guerre, en 1945 ou 1946. Ils étaient âgés et fatigués. Ils avaient eu une vie difficile, surtout ma grand-mère.
Mon grand-père, lui, se donnait une consolation. Le vin rouge du Piémont, légèrement pétillant et qui ne supporte pas le voyage, comme si l'air italien lui était indispensable. Lui ne faisait pas grand-chose. Il s'occupait des bêtes ou de la vigne et de faire des enfants à ma grand-mère qui était régulièrement enceinte. 13 enfants dont 6 sont morts soit à naissance soit avant l'âge d'1 an. Ils avaient la diarrhée et mouraient, en quelques jours, de déshydratation, et il en était de même chez la plupart des paysans. Ma grand-mère soignait les enfants, cultivait les fruits, les légumes et le maïs servant à faire la polenta qui constituait, avec la pasta et la minestra, les plats quasi journaliers. Le maïs nourrissait aussi les poules qui amélioraient l'ordinaire avec leurs œufs. La vente d'un veau permettait d'acheter les vêtements, l'huile, le savon, le linge, le minimum. Aussi, aujourd'hui encore, quand je lis un livre ou quand je vois un film où les plus misérables sont traités avec cruauté, je ressens une grande angoisse, une douleur, comme si j'avais vécu moi-même cela dans une autre vie. La douleur se transmet par les récits de ceux qui l'ont subi. Des heures consacrées à parler avec ma grand-mère de ses douleurs passées, je conserve la douleur d'une femme enceinte qui meurt sans soin ou celle de ses enfants à la vie si brève. J'ai mal dans tout le corps, mon ventre s'ouvre, il y a du sang partout. Le petit être qui vient de naître est également condamné à une vie douloureuse. La douleur des plus pauvres, des misérables. C'est probablement pour cette raison que je ne supporte pas les romans ou les nouvelles de Guy de Maupassant, malade mental et mort de la syphilis. Je ne supporte même pas de voir une photo de lui. Mon grand-père était communiste et libre-penseur, mais il avait promis à ma grand-mère qu'il serait mis en terre selon le rituel catholique. Ses obsèques furent magnifiques. Au passage du cortège, dans le village piémontais, les grilles des magasins étaient fermées. Tous les habitants se signaient. 2 hommes de son âge tenaient les cordons. Les enfants de l'école communale, habillés en blanc, chantaient à plein poumon. Les adultes récitaient des prières, surtout les femmes. Tout se passait bien. Hélas, à l'instant où le cercueil allait entrer dans l'église, on s'aperçut qu'il était recouvert du drapeau rouge, frappé de la faucille et du marteau. Les regards se tournèrent vers le prêtre, dont le visage était cramoisi. Une main preste fit disparaître l'objet du scandale, et l'entrée dans l'église, grandiose, au son des cloches et d'une musique tonitruante, eut lieu. L'honneur de la famille était sauvé. La collation qui suivit les obsèques fut délicieuse, et le dolcetto également. Mais pendant tout le repas, des frissons de rire, réprimés à grand-peine, jaillissaient. Toute la famille et les amis se souvenaient que le curé et mon grand-père allaient de temps en temps boire un verre ou 2, en fait jusqu'à ce que la bouteille soit vide, et que l'indulgence du curé pour son interlocuteur rouge s'élevait au fur et à mesure que le niveau du vin baissait. Personne d'ailleurs ne s'étonnait. Dans le local où se réunissaient les communistes, une petite image de Jésus était présente et cela était considéré comme tout à fait normal. Pourtant mon grand-père appelait les curés des kuntabal, orthographe non garantie. La traduction la plus juste serait raconteur de couillonnade. C'est l'hiver. La méridionale que je suis se réveille plus tard le matin. Titus en fait de même. Je prends mon petit déjeuner. Un soleil splendide m'incite à aller me promener. Je marche 10 minutes mais je rentre glacé jusqu'aux os. C'était un soleil trompeur. Les nouvelles à la radio. En Côte d'Ivoire, le président Gbagbo est de plus en plus isolé. À Stockholm, le prix Nobel de la paix sera remis à une chaise vide. Liu Xiaobo, qui devait venir, est en prison. C'est consternant, mais les jurés qui ont voté l'attribution du prix devaient s'y attendre, ou alors ils sont complètement déconnectés du réel. Le gouvernement chinois est furieux de ce choix, donc inutile d'espérer une réception protocolaire avec sourire et bras chargés de fleurs. Cependant ce prix Nobel symboliquement existe et c'est une bonne chose. Peut-on espérer que les gardiens de Liu Xiaobo accorderont un sourire à leur encombrant prisonnier ? Un sourire c'est peu, mais dans cette situation c'est beaucoup. Jusqu'à ce jour, Paris était la grande destination des touristes. Les agences de voyage annoncent que bientôt ce sera la Chine, or, plus ce pays s'ouvrira, plus de libertés seront accordées aux Chinois. Je retrouve, dans un des albums de famille, le diplôme d'honneur décerné à mon père par son syndicat le 26 octobre 1968. Remis à Charles Gabory pour sa fidélité militante au service de la classe ouvrière, sa lutte pour les revendications économiques et sociales, les libertés, la paix et la démocratie, et son but final, la suppression du patronat et du salariat. En relisant ces derniers mots,
je comprends pourquoi les espoirs exprimés ainsi n'ont jamais été réalisés et pourquoi mon père est mort désabusé. Je le revois et j'entends ces paroles au moment où je votais pour la première fois. J'espère que tu ne vas pas nous trahir. Je n'ai jamais oublié cet instant. Nouvelle découverte, une carte d'identité. Charles Gabory, né le 19 octobre 1912. Adopté le 31 mars 1919. Il était pupille de la nation puisque son père était mort au champ d'honneur, ou d'horreur. Je savais plus ou moins tout cela depuis longtemps, mais l'apprenant de façon détaillée pour la première fois, j'avais ressenti un choc qui avait duré plusieurs jours. Je savais également que ma mère, italienne, était venue en France pour trouver du travail et pour moi c'était normal. Je savais enfin que ma grand-mère paternelle n'appréciait pas que son fils épouse une italienne, une macaroni. Pourtant je n'avais alors pas réfléchi sur ce que signifiait ce mot « immigré ». Ce n'est que bien plus tard, au moment où commença l'immigration des travailleurs des pays du Maghreb et d'Afrique, que j'ai pris conscience de l'importance de ce terme « immigré » et du mal qu'il allait faire. 2 courriels, je préfère ce mot à mail de Daniel et Dany. Le premier est un extrait d'une conversation entre Colbert et Mazarin sous le règne de Louis XIV. Colbert: pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser quand on est endetté jusqu'au cou. Réponse de Mazarin: quand on est un simple mortel et qu'on est couvert de dettes, bien sûr on va en prison. Mais l'État, lui, c'est différent. On ne peut jeter l'État en prison. Alors il continue à creuser la dette. Tous les États font cela. Colbert: ah oui? Vous croyez? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginaires? Mazarin: on en crée d'autres. Rien n'a changé depuis ce temps-là. Deuxième courriel, de superbes diapositives, des oisillons, des rouges-gorges. D'abord la future maman couve les œufs, puis les oiseaux minuscules naissent, ils sont tout nus sans plumes. Peu à peu des plumes poussent doucement, le plumage est plus fourni. Ils grandissent de jour en jour, jusqu'au moment où ils commencent à volter. Enfin, ils partent pour d'autres contrées. Aux joies, l'année d'après, une ou la même maman rouge-gorge se met à couver et le même processus a lieu. Les rouges-gorges sont des animaux merveilleux. Mais ils ont l'habitude d'être trop familiers, et ils constituent des proies faciles pour les chats. Combien de fois ai-je vu un de mes chats, surtout Pimprenelle, revenir avec un de ces oiseaux dans la gueule. Elle était rusée et attrapait d'autres volatiles, des pinsons, des fauvettes, des chardonnerets adorables avec leurs petites crêtes rouges. Et des lézards, des chenilles et même une fois un écureuil. La nature est ainsi faite, les plus forts mangent les plus faibles. Je regrette de ne plus habiter près de la nature, mais cela aussi, c'est la vie, quelquefois remplie de joie, d'autres fois méchante. Aujourd'hui, elle me paraît méchante. Un petit coup de déprime. Il fait très froid et des hommes et des femmes dorment dans la rue. Nos descendants penseront que nous avons été des barbares, à moins qu'ils soient encore plus démunis que nous. Quelle tristesse! Cet après-midi, je vais chercher mon panier de Noël. Je viens d'achever la lecture de Suites impériales de Bret Easton Ellis. Ma conclusion: l'Amérique est vraiment malade. À ce sujet, j'ai lu ou entendu une phrase lapidaire: les Américains sont passés de la barbarie à la décadence en ignorant l'étape de la civilisation. C'est exagéré et trop méchant, mais cela soulage. D'ailleurs, le dernier roman de Jim Harrison vient de paraître et je compte bien l'acheter. Dimanche dernier, émission présentée par François Bunel, souriant, La Grande Librairie. Les intervenants très bons: Jean-Marie Ribes, Lucie Vincent, Noël Grimaldi, Joseph Gerfagnon. Difficile, voire impossible de prendre des notes tout en écoutant. J'ai retenu certaines expressions. L'amour, c'est un moment volé à la mort. Pour aimer, il faut accepter de souffrir par désamour ou absence. Je regarde les autres penser les idées générales. Définition de la sottise: le mieux c'est d'en faire une. Infidélité: je ne suis pas le seul à profiter de la fidélité de ma femme, blessure narcissique. Frédéric Tristan publie sa biographie Réfugié de nulle part. C'est un écrivain que j'aime énormément. J'ai relu plusieurs fois Les Égarés et Naissance d'un spectre. Par la suite, plus rien d'aussi fort. C'est la raison pour laquelle la publication de ces mémoires me comble. Jacques Julliard a quitté le Nouvel Observateur pour Marianne,
je lis ces 2 hebdomadaires, donc je ne suis pas pénalisée. Claudine s'est remis au piano, un autre bonheur. Charlie Hebdo, un violeur de chèvres condamné. Sur le dessin de Charb, on voit le condamné, le juge et la biquette toute confuse, qui raconte au juge. Au début il m'avait dit qu'il était légionnaire, alors je l'ai laissé faire. Jocelyne est venue boire le thé, elle a l'air fatiguée et triste. Elle m'a donné 3 numéros de lire. L'un d'eux était consacré à la littérature américaine. J'ai lu les critiques et en particulier celles concernant Bret Easton Ellis. Les chroniqueurs sont du même avis que moi, son livre est quasi nul. À la librairie de Tournami, j'ai acheté le dernier roman de Jim Harrison, Les Jeux de la nuit. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, j'ai lu plusieurs de ses titres, aucun ne m'a déçu. J'ai acheté également d'Alexandre Jolien, Le philosophe nu car j'avais vu cet écrivain dans une émission littéraire, La Grande Librairie, et il m'avait beaucoup touché. Il fait froid, le temps est couvert. Tous les matins, j'écoute les informations de France Inter. La radio me paraît plus objective que la télévision. Cependant, aujourd'hui, les nouvelles politiques sont telles que j'ai le sentiment de vivre dans un monde complètement déboussolé. J'appelle Montaigne à mon secours. C'est sans doute une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Actuellement, il se passe exactement le contraire. Loin de réaliser une politique sensée, les hommes politiques se révèlent désolants. Quelques-uns écoutent les voix de la sagesse, mais ils sont très rares, à tel point qu'il faudrait les protéger, comme les espèces en voie d'extinction, les pandas, les grands singes ou les éléphants. Le discernement est peu mis en œuvre. On se lie à celui ou celle qui rassemble le maximum de suffrages, en faisant des alliances contre nature pour le présent sans se préoccuper du futur. Le principe gouverner, c'est prévoir, est devenu démodé alors qu'il devrait être essentiel. J'en arrive à regretter le temps où les hommes qui gouvernaient consultaient les augures ou les philosophes. Maintenant ils consultent les sondages qui changent toutes les heures. C'est sans doute la raison pour laquelle leurs affirmations sont démenties à la même cadence. Il existe de surcroît un bien-dire sans pensée. Le vide est caché par la musique des mots. Les chats ont pour nous culpabiliser, un art étonnant. Quand un chat a envie ou besoin de quelque chose, il miaule de façon déchirante en nous regardant avec des yeux implorants, et nous devons très vite comprendre ce qu'il désire. Tu as faim? Tu as soif? Tu veux ton fauteuil? Eh bien non, le minet ne veut rien de tout cela. Ce qu'il veut, c'est un haricot vert cuit qu'il mange comme un spaghetti. Je n'ai rien compris à sa demande, et il ne comprend pas pourquoi je n'ai pas compris. Sa queue fouette dans tous les sens, signe d'agacement. Il s'en va mécontent. Il est 7 heures, je lis Le philosophe nu d'Alexandre Jolien. C'est passionnant. J'en suis à la page 150 et je ne sais toujours pas quelle doit être notre façon d'agir quand on se trouve face à une personne différente de nous par son physique, par son mental ou par les deux. Je me suis trouvée plusieurs fois dans cette situation, et je ressentais un mal-être. Mon attitude c'est un sourire, et mon sentiment la compassion. Mais est-ce cela que la personne différente et ses proches attendent de moi? Pourtant, les regarder comme s'ils étaient normaux n'est pas aisé. Cependant, je pense que la moins mauvaise solution est l'indifférence à leur égard, comme s'ils n'étaient pas là. Quant au regard que je porte sur moi, il devrait être objectif, mais il ne l'est pas toujours. J'ai entendu souvent ces mots, moi je ne m'écoute pas, dans la bouche de ma mère ou de ma grand-mère. C'est un avis strictement personnel, mais il me semble qu'il s'agit là d'un comportement négatif qui ne permet pas de connaître ses propres limites physiques ou mentales. On ne s'écoute pas, on ne sait pas dire non. Or même Jésus a dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On ne peut aimer les autres si l'on ne s'aime pas. Considéré d'une telle manière, le sentiment de culpabilité, ce poison de l'âme, ne devrait pas exister, mais il perdure sous une autre forme, la honte, l'émulation, l'instinct de performance. Quand j'étais petite fille, j'avais toujours de bonnes notes et il y avait quelques très mauvaises élèves. Nous les regardions un peu avec un sentiment de rejet. Elles n'étaient d'ailleurs pas nombreuses, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. Il fait un temps sinistre qui donne des idées noires. Un ciel bas, une température qui pour les méridionaux est sibérienne. Je suis allée faire quelques courses, j'ai froid. Titus a voulu sortir, mais il est revenu très vite. Je lis Les feux de la nuit de mon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.